bonjour, bonsoir à tous selon où vous vous trouvez. Euh, Nous parlons aujourd'hui d'un sujet assez important dans le monde du karaté. Lorsqu'on débute en karaté ou lorsqu'on chemine en karaté, il y a beaucoup de choses que nous entendons, beaucoup de choses que nous voyons, mais nous avons envie de comprendre. Aujourd'hui, nous essayons de parler des grades en karaté, parce que souvent, on voit les gens avec nous les gens devant nous avec beaucoup de caractéristiques qu'on n'arrive pas à savoir qu'est-ce que ça veut dire forcément. Et l'habit, le vêtement avec lequel on fait le karaté, c'est le karateji ou le kekoji. Et sur cet habit-là, on a une ceinture. Et la ceinture donc a plusieurs couleurs et plusieurs significations. Et c'est ces ceintures-là, entre autres et autres choses, qui vont nous permettre de parler de ces grades-là. Donc, il y a les grades. Et nous devons savoir qu'en karaté, il y a deux types, deux types de gradation. Il y a la gradation en dan. En dan, il y a la gradation en titres martiaux. Et à la fin, nous allons voir, que ce soit les dan, que ce soit les titres martiaux, généralement, qu'est-ce que ça veut dire dans le parcours du karatéka. Pour rapidement parler, en karaté, avant le premier dan, on grade en Q. Les Q, c'est les ceintures de couleur que vous voyez. Ça définit un niveau. Ça donne le niveau de l'apprenant. Ça donne aussi des informations sur ce qu'il doit déjà avoir expérimenté ou maîtrisé. Donc, en termes de Q, on a souvent, selon les styles, on peut avoir de neuvième à premier Q, de sixième à premier Q, mais en termes de couleur, ça ne change pas beaucoup. On a la ceinture blanche. Lorsqu'on débute le karaté, on a la ceinture blanche. Après la ceinture blanche, on a qui représente un Q. Après la ceinture blanche, on a la ceinture jaune qui représente notre Q. Après la jaune, on a l'orange. Après l'orange, on a la verte. Après la verte, on a la bleue. Après la bleue, on a la marron. Après la marron, on a la noire. La ceinture noire donc représente le premier dan. Ça ne veut pas dire qu'on est maître, ça ne veut pas dire qu'on est devenu, qu'on a atteint la limite. Ça veut juste dire qu'on a appris un ensemble de techniques de base dans l'art qui nous permet d'avoir ce qu'on peut dire le niveau bac. Ce qu'on peut dire le niveau bac, ça veut dire on a appris ce qui peut nous permettre d'apprendre. On a appris les bases. Premier dan veut dire qu'on a appris les bases d'un art martial. Et beaucoup de personnes se trompent justement en confondant cela avec un titre de maîtrise ou en pensant qu'avec ça, on a déjà atteint le but. Non. Donc, nous voyons déjà donc ces gradations en Q qui font des ceintures de couleur. Originellement, on n'avait pas de ces ceintures de couleur-là. On avait juste, lorsqu'on commençait, on avait la ceinture blanche. Et plus tard, quand le maître définissait que tu as là le niveau, il te donnait la ceinture noire. Mais avec le système occidental où il fallait encourager et montrer aux gens aussi qu'ils sont en train d'évoluer. Parce qu'en étant seulement blanche pendant longtemps aussi, ça pouvait décourager certaines personnes. Et c'est comme ça qu'on a ajouté cela. Entre autres, au Japon, il y avait d'autres systèmes qui gradaient comme ça. On a aussi juste copié. Donc, en karaté et en judo, généralement, ce sont les mêmes ceintures. Donc, en karaté, donc, nous avons donc fini avec le système de Q. Lorsqu'on finit le système de Q, on arrive à la ceinture noire et on entre dans un deuxième type de gradation qui est la gradation en dan. Lorsqu'on a la ceinture noire première dan, après on a la deuxième dan, troisième dan, quatrième dan, cinquième dan, sixième dan, septième dan, huitième dan, neuvième dan. Après neuvième dan, la dixième dan qui représente le dernier dan normalement. Et généralement, on a eu dans l'histoire des gens qui ont eu 11e dan, 12e dan, comme Jigoro Kano, fondateur du judo. Mais là, ce sont des cas particuliers et exceptionnels. Mais normalement, lorsqu'on entre le système de dan, le dernier dan, c'est le 10e dan. Et voilà un peu, il y a des conditions. Lorsqu'on est premier dan, il faut faire un an pour faire deuxième dan. Lorsqu'on est deuxième dan, il faut faire 2 ans pour faire troisième dan. Lorsqu'on est troisième dan, il faut faire 3 ans pour faire quatrième dan, et ainsi de suite. Ça permet de donner le contenu et d'éloigner en temps les dan. Et voilà un peu le système des dan. Et généralement, les dan sont décernés par une fédération.
Dans le premier type de gradation, comme je disais, le niveau de Q, les Q sont gradés, sont donnés par le maître et celui qui dirige le club, les Q. Maintenant, au niveau des Dan, c'est donné par la fédération qui est généralement au niveau du pays. La fédération qui donne les Dan, qui grade les Dan à travers les examens. Et en parallèle donc des systèmes de gradation Dan, on a le système de gradation en titres martiaux. Les titres martiaux nous permettent donc de parler justement des types de karaté traditionnels ou non traditionnels. Un type de karaté traditionnel peut être vu simplement parlant parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques, comme un style dans lequel on a les gradations, pas en dan mais en titres martiaux. On peut aussi avoir les gradations en dan, mais principalement ce qui fait que ce soit traditionnel, c'est la gradation en titres martiaux, en titre de maître. Et ces titres de maître-là sont donnés de maître à élève. Donc, un style traditionnel, c'est un style qui est géré par un système de maître à élève de façon particulière. Parce que dans le système traditionnel, il y a un ensemble de connaissances qui ne sont pas données à tous. Il y a un ensemble de connaissances qui ne sont pas disponibles à tous les pratiquants. On a plusieurs types de connaissances. On a les connaissances ouvertes, les connaissances fermées, les connaissances secrètes, les techniques okuden. Et ces techniques-là n'étant pas montrées à tout le monde, il y a donc un système hiérarchique dans lequel on montre à l'un pour qu'il montre à l'autre, ainsi de suite. Donc, dans le système de gradation en titre de maîtrise, on a principalement trois types de titres de maîtrise. Trois titres de maîtrise. Le premier, c'est le titre de Renshi. Le deuxième, c'est le titre de Kyoshi. Et le troisième, c'est le titre de Hanshi. Renshi, c'est le premier titre qui, généralement, veut dire que tu as maîtrisé la technique externe. Oui. Si on veut faire l'équivalent en Dan, c'est généralement quand tu es entre premier et cinquième Dan. Ce n'est pas une équivalence directe, mais c'est dit approximativement. En titre martiaux, un Renshi est quelqu'un qui a maîtrisé la technique secrète externe. Parce que dans toutes les techniques que nous faisons, en fait, il y a un ensemble de choses à comprendre qui sont souvent ouvertes, souvent cachées pour les mêmes techniques. Donc, on peut faire technique sans comprendre certaines choses sur la technique. Et c'est ça, au niveau du Renshi, il a certaines maîtrises. Et cette maîtrise-là est donnée par un autre maître qui a un titre plus gradé que lui. Ce n'est pas donné par monsieur tout le monde ou par une fédération ou par quelque chose, ainsi de suite. D'après le titre de Renshi, on a le titre de Kyoshi. Kyoshi, c'est celui qui a la maîtrise interne des techniques. Donc, après le titre de Renshi, le prochain titre, c'est le titre de Kyoshi. Et après le titre de Kyoshi, on a le dernier titre qui est le titre de Hanshi. Hanshi. Hanshi veut dire que c'est un homme qui a maîtrisé tant les techniques internes que les techniques externes. Et avec ce système de gradation-là, on se rend compte qu'on grade. C'est un Hanshi qui peut un Hanshi lui-même est gradé par la DBNK, la D Nippon Butokai, qui est en fait un organisme japonais qui s'assure de la cohérence des types et des grades martiaux traditionnels. Donc c'est lui qui contrôle dans le monde entier les titres, généralement on peut dire Renshi Kyoshi, Hanshi au Japon, mais principalement dans le monde de contrôle qui doivent être des Hanshi ou pas. Et généralement c'est ça qui fait que on peut avoir beaucoup de dames sans être Renshi, sans avoir un niveau de Renshi. On peut être Renshi sans avoir aussi beaucoup de dan. Généralement, on peut être Renshi même à troisième dan. Ça permet que, en fait, ces titres-là ne sont pas liés au dan. Donc, il y a beaucoup de personnes qui abusent, qui se font appeler Renshi, Kyoshi, juste par rapport au dan. Ce n'est pas le cas. On peut avoir beaucoup de dan sans être Kyoshi. On peut avoir beaucoup de dan aussi sans être Hanshi. Et c'est ça donc qui fait que les styles traditionnels, généralement, euh, il y a beaucoup de styles qui se disent traditionnels mais qui ne sont pas. Le Shotokan, qui est l'un des styles les plus vulgaires, les plus populaires, selon certaines caractéristiques, n'est pas un style traditionnel, mais il y a beaucoup de débats qui vont se faire là pour les passionnés de Shotokan qui vont parler, qui vont dire beaucoup de choses. Mais le fondateur du Shotokan, Gishin Funakoshi, en termes de titres martiaux, n'avait que le rang de Kyoshi. Or, ce n'est qu'un Hanshi.
qui peut être garant d'un style traditionnel. Il avait titre de Kyoshi et il devait plus tard faire l'examination pour être Hanshi, mais il n'a pas pu le faire. Par contre, son fils a utile, son fils devrait avoir un titre de Renshi et Kyoshi aussi, parce que son fils, en fait, en termes de martial, était même plus efficace que le père, que lui. Son fils Yoshitaka Funakoshi, qui est malheureusement décédé très rapidement, mais qui était un excellent martialiste. Donc c'est ça qui nous permet de voir que lorsqu'on va voir les gens avec les dames, il faut qu'on sache exactement la signification de ces dames-là. Parce qu'en réalité, de premier à cinquième dan, la ceinture est totalement noire tout simplement. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est premier à cinquième dan, sa ceinture est noire. Pour ceux qui veulent trop qu'on les voie, ils peuvent mettre des barrettes. Une barre, deux barres, trois barres pour dire qu'il est troisième dan, quatre barres pour dire qu'il est quatrième dan, et cinq barres pour dire qu'il est cinquième dan. Mais à partir de cinquième dan, de sixième à huitième dan, euh, on a une ceinture rouge-blanche. Les ceintures rouge-blanches sont de sixième à septième, huitième dan. Et quand vous voyez donc quelqu'un qui a une ceinture rouge-blanche, vous pouvez savoir donc quelle est sa tranche de dan. Lorsqu'on a huitième, neuvième, on a huitième, neuvième, dixième dan, on a une ceinture rouge. Lorsque vous voyez quelqu'un a une ceinture rouge, vous pouvez savoir qu'il est justement huitième, neuvième, dixième dan généralement. Et ne confondez pas cette ceinture rouge avec la ceinture rouge AKA ou des combats ou des katas. Et lorsqu'on est dixième dan, pour ceux qui sont humbles, ils peuvent attacher la ceinture blanche, qui cette fois-là est une ceinture blanche large bande. Donc si vous voyez un vieux monsieur avec une ceinture blanche large, il faut soupçonner qu'il puisse être dixième dan et ce sont des personnes exceptionnelles. Et ainsi de suite. Donc voilà un peu ce système-là qui, dorénavant, lorsqu'on va voir quelqu'un vous dire je suis tel dan, on va voir telle ceinture de telle couleur, on doit savoir généralement ce que ça signifie. Lorsque quelqu'un va vous dire je suis Renshi, je suis Kyoshi, je suis Hanshi, il faut te poser la question de quel style. Si c'est du style Shotokan, il faut savoir que ça c'est du gonflement de la poitrine. Mais si c'est d'un autre style, il faut aller vérifier est-ce que c'est un style traditionnel. Si c'est un style traditionnel, il faut voir qui lui a décerné cela. Si c'est la fédération ou si c'est... La fédération ne décerne pas les titres martiaux. Ce sont des maîtres qui décernent cela. Et les maîtres eux-mêmes sont vérifiés par des systèmes hiérarchiques. Et parce qu'on a beaucoup de personnes qui s'appellent ce qu'ils ne sont pas. Euh, et aussi, il y a d'autres titres dont justement qui sont liés au titre d'apprentissage ou d'enseignement. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire senpai, senpai, sensei, shian, shidoing, ça, ce sont des choses aussi que nous devons distinguer. Un senpai, c'est le second du maître, c'est l'assistant du maître. Un senpai ne veut pas dire qu'on est ceinture marron. Senpai, c'est l'assistant du maître dans le sens où tu peux être ceinture blanche, tu es senpai, tu es assistant du maître. Tu peux être ceinture bleue, tu es assistant du maître. Tu peux être ceinture noire, cinquième dan, tu es assistant du maître. Tu peux être même huitième dan, tu es assistant du maître. Donc un senpai, c'est l'assistant du maître. C'est-à-dire le maître peut dire, va enseigner telle chose, va montrer telle technique. Il s'assoit, justement, c'est ça. Le senpai, c'est l'assistant du maître. Et le shidoing c'est l'instructeur. Un instructeur, quelqu'un qui a donc une maîtrise de technique capable d'enseigner les techniques, ça n'a rien à voir avec un titre martial, ça n'a rien à voir avec un grade. Et on a fait un shian. Un shian, c'est un instructeur principal. Ça veut dire quelqu'un qui a maîtrisé l'ensemble des techniques de base d'un style qui lui permet donc de pouvoir enseigner ce style-là de façon technique. Ce n'est ni un titre martial, ce n'est ni un grade. Et dans Shido, on a les Jun Shido qui sont les assistants instructeurs, les instructeurs juniors. Donc voilà un peu quand vous allez entendre senpai et sensei. Sensei ne veut pas dire maître. Sensei veut dire quelqu'un qui est devant moi par rapport à un chemin. Parce que ce sont ces titres que je donne Shian, Shidoing, Senpai, Sensei. On trouve ça hors des arts martiaux. Même dans la tradition du thé japonais, on trouve ça. Dans la tradition de certaines polices, certains corps de police, on trouve ça. Par respect dans certains types d'art culturels, on trouve aussi ça. Dans certaines professions aussi.
manuel et traditionnel, on trouve aussi ça. Donc, ce sont des termes qui donnent du respect à celui qui est devant nous. Sensei ne veut pas dire maître. Donc, détrompons-nous pour ceux qui pensent que lorsqu'ils ont une ceinture noire, ils sont maîtres, ou quand ils sont deuxième, troisième, quatrième, dans cinquième, là, ils sont maîtres. Avoir des ceintures, c'est très bien, mais travailler pour avoir du contenu pour ces ceintures-là est encore mieux. Pour pouvoir être maître, il faut maîtriser des choses. Il ne faudra pas. Maître ne veut pas dire que tu as maîtrisé les katas ou les techniques de base. Maître veut dire que tu as maîtrisé certains aspects qui ne commencent qu'à partir de la ceinture noire. Beaucoup de personnes abandonnent à partir de cette ceinture-là et veulent qu'on les appelle maîtres. Passe le temps à réclamer le respect. Appelez-moi maître, vous ne voyez pas ma ceinture, vous ne voyez pas ma vieillesse. Et lorsqu'on le fait pas, ils disent qu'on ne les respecte pas. Non. Les arts martiaux, c'est pour l'humilité. Les maîtres sont les plus humbles possibles. Et avec ça, donc, nous voyons qu'il y a dans le système de Q, avec les couleurs, le système de Dan, on distingue les couleurs qui sont données par les fédérations. Maintenant, en termes traditionnels, on a le système de titre et de maîtrise, il y en a trois, et on a vu comment ça s'applique et qu'est-ce qui crée cela. Et maintenant, lorsqu'on arrive dans la philosophie qu'il y a derrière cela, cette philosophie-là est divisée en un système, une triptyque de trois thèmes Shuari. Shuari, c'est un système d'apprentissage parce que l'être humain, par exemple, c'est un, on mime l'être humain. L'être humain grandit, il naît. On naît, nous tous, quelle que soit la race, la tribu, tout ça. On naît, on grandit. Lorsqu'on grandit, on suit ceux qui sont devant nous. On ne grandit pas seul. On grandit par la grâce de ceux qui sont autour de nous. On suit des gens. Ça peut être à l'école, on suit le maître, à la maison, on suit les parents, on suit les personnes de la famille, on suit quelqu'un dans le quartier, tout ça. On suit les gens qui. Donc il y a les gens que nous suivons. Ils nous apprennent des choses. On est, on grandit, on suit les autres. À un moment donné, on doit être productif, on doit créer des choses, on doit impacter, on doit créer notre famille, créer notre métier, créer quelque chose que nous aimons. On a donc cela lorsqu'on produit, donc on produit aussi peut-être d'autres générations, d'autres enfants, et ainsi de suite. Et après, on transmet ce que nous avons appris, ce que nous avons produit à ces générations-là et on meurt. Lorsque l'être humain connaît ça, il évite les maux de tête. On va grandir, apprendre des autres. Il faut qu'on crée aussi des choses. Il faut qu'on crée d'autres êtres humains. Et il faut qu'on les transmette et on meurt. Et en art martiaux, c'est aussi ça. Parce que beaucoup de personnes bloquent ou ils ne veulent pas transmettre aux autres parce qu'ils ont peur que les autres vont grandir et avoir être plus que eux, ou ils transmettent, ils gardent d'autres, ou ils ne veulent pas que d'autres grandissent, ils viennent être au même niveau que eux, et après ils ne veulent pas transmettre pour partir, ils veulent toujours être là, même lorsque le corps ne donne plus, la mentalité ne donne plus, lorsque il n'est plus dans d'actualité, lorsque ce qu'ils connaissent est déjà dépassé, ils ne veulent pas faire ça, et ça crée beaucoup de problèmes. Donc ce principe de Shawari, dans la phase de Shu, c'est apprendre, on suit le maître. Dans la phase de Shu, on suit le maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est avec le maître nous apprend Gedan Bahai, nous apprend Soto. Quand on apprend un kata Shatanya Kuroshanku, le maître nous dit cette technique veut dire ça, on applique ça comme ça, sois plus stable, mets bien le regard, ainsi de suite, il faut te déplacer bien. Ça, c'est suivre le maître. On apprend du maître. Mais à un moment donné, il y a aussi la phase Shu, qui est une phase où on se dit, le maître te dit, oui, je t'aide à tout donner. Je t'aide à donner l'essentiel. On est assis au même niveau que le maître. Ça ne veut pas dire qu'on a la même valeur que le maître, mais on est assis. Le maître peut te dire, oui, moi je peux m'asseoir et je t'envoie enseigner parce que je t'ai donné tout. Ça veut dire, le maître peut te dire, oui, toi, je t'aide à tout donner. Va apprendre peut-être le kata MP. Il s'assoit, il dit, va apprendre le kata. Parce qu'il sait qu'il t'a tout donné en termes de mouvement, en termes de technicité interne, en termes de déplacement, en termes de regard. Il sait qu'il t'a tout donné. En ce moment, le maître ne doit pas être en conflit avec les gens parce que les gens ont leur talent naturel. Que même une ceinture blanche serait toujours plus forte que toi sur quelque chose. Donc, venir faire les choses où on a peur d'apprendre des choses aux gens parce qu'on a peur qu'ils vont venir être plus que nous, plus gradés que nous. Ça, c'est aussi quelque chose qui limite beaucoup. Et la phase de chou, donc, c'est je suis à côté du maître parce que il m'a tout donné. Maintenant, la phase riz, c'est je m'éloigne du maître. Ça veut dire quoi? Moi-même, j'aime mes interprétations, mes compréhensions qui ne sont pas forcément les mêmes que celles du maître. Et c'est naturel. C'est même le maître qui nous encourage à mieux chercher parce que lui, il est en train d'aller. Il est en train de se faire, il est en train de mourir, il est en train de baisser. Un maître de 50 ans ne va pas penser qu'il est toujours au même niveau qu'il était à 30 ans.
Or, à 50 ans, il y a un autre gars de 30 ans qui est bien plus efficace et bien plus fort que lui dans certaines choses. Il faut que tu l'encadres pour qu'il avance plus que ce que tu n'as fait. Parce que toi aussi, ton maître t'a encadré pour que tu avances plus que ce que lui, il n'a fait. C'est comme ça qu'on fait avancer les arts. On tire les gens, on les enseigne et on les pousse plus que nous. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui veulent être le plafond des gens, où ils disent personne ne doit, personne que j'enseigne ne doit me dépasser. Et ce sont des frustrations qui créent trop de choses et trop de limitations. C'est pour ça qu'on appuie les pratiquants d'arts martiaux. Et il y a ces combats inutiles-là. Et après, on vient dire que non, c'est parce que les jeunes, ils veulent pas apprendre, parce que les jeunes, ils sont imbus. Non, chacun a son temps. Il y a une époque où on avait le droit de faire seulement un, deux katas. Ces maîtres-là n'ont fait que un, deux katas, ils étaient très forts en ça. Mais après eux, il y a d'autres où on a dit, ils sont venus faire 5, 6 katas. Et ces maîtres-là ont respecté cela. Après une autre époque où on est venu faire tous les katas du style. Il y a des jeunes aujourd'hui capables de faire tous les katas d'un style. On ne va pas venir dire que non, parce qu'ils dessinent seulement, non, parce qu'ils ne connaissent pas. Non, même toi qui fais 2, 3, 4 là, tu ne connais pas tout. Parce que le kata est une interprétation dynamique. Donc il n'y a pas une seule façon de faire un kata, une meilleure façon de faire un kata. Non, c'est une meilleure façon d'appliquer les techniques qu'il y a dans un kata. Donc venir dire que non, on doit pas prendre peut-être on ne doit pas apprendre Chatania Kushanko à un enfant parce qu'il ne va pas comprendre. Non, toi-même qui apprends, tu ne comprends pas. Donc c'est ça qui fait que des gens sont limités et ils limitent les talents des autres après eux. Et ils apprennent les enfants des choses physiques seulement et après ils se fatiguent et ils partent chercher ailleurs. Beaucoup de personnes vont chercher dans d'autres styles parce que justement on les a limités. On ne les apprend pas des choses. Parce qu'en réalité, le caractère est tellement complet qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs chercher autre chose. Donc, avec ça, dans la phase RI, on s'éloigne du maître. C'est pour ça que vous allez voir, dans la phase RI, beaucoup de personnes s'éloignent et créent leur style. Ce n'est pas une méthodologie, mais quand on regarde par exemple Kenwa Mabuni, le maître Kenwa Mabuni qui a créé le Shitoryu, c'est en phase RI qui s'est éloigné de ses maîtres pour créer le Shitoryu. Quand on regarde le Shotokan, c'est en phase RI que maître Gishin Funakoshi s'est éloigné de ses maîtres pour créer le Shotokan. Lorsqu'on regarde le Shitoryu, il y a Shitoryu avec S, Shitoryu avec C. Le Shitoryu, c'est maître Shitose, le docteur Shitose, qui s'est éloigné de ses maîtres pour créer le Shitoryu. Lorsqu'on regarde pour les maîtres vivants, on a le Shimburyu du Hanshi Jean-Noël Blanchette. Il s'éloigne de son maître de Shitoryu pour créer ça aussi. Donc, ça sont des phases qui n'ont rien à voir avec les éloignements des personnes, mais c'est en termes d'ajouter une plus-value de ce que nous avons appris pour transmettre cela aux gens. Et voilà un peu ce que nous pouvions dire sur les grades martiaux. Et j'espère que nous avons essayé de donner les informations de façon générale pour permettre que dorénavant, quand vous voyez une ceinture ou quand vous entendez un nom ou un titre, vous puissiez savoir ce que ça veut dire. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Karate Expert et merci et à bientôt.